Isabelle Maréchal. C'est quand même jour de budget, moment important. Ça fait longtemps qu'on en souhaitait un, ce premier budget de l'ère Mark Carney. J'ai envie de vous demander quelles sont les priorités pour vous de ce budget-là. Est-ce que vous avez des attentes? Souvent, je pense que dans les dernières semaines, les derniers mois, les citoyens québécois et canadiens, on a un peu les mêmes attentes. C'est-à-dire qu'on veut... on a de la misère avec le coût de la vie. Je pense que tous les gens nous le disent. Coût de la vie, nouveau logement, ça presse, c'est ce que disent les gens. Et aussi, pour les entreprises, d'avoir, et même pour les citoyens, d'avoir un peu d'air parce que on paye quand même beaucoup d'impôts ici. On en discute avec l'ex-directeur des communications du ministre canadien des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, qui se trouve à être ministre des Finances et qui est allé se chercher des... Mais en fait, il les a faites lui-même, ses chaussures. Absolument, à Saint-Tite. Louis Hamman, merci d'être là. J'ai d'ailleurs été aussi conseiller principal de M. Champagne alors qu'il était à Industrie. Oui. Et j'ai fait un tout petit bout, tout début aux finances avec lui avant de quitter. Donc, et également ex-délégué du Québec à Washington. En effet. Voilà. Ouais. Alors, voilà. Ben, c'est un CV qui te permet d'être ici, Louis, pour nous parler de budget. Ça me fait Comment toujours tu plaisir. vois ça? Ben, écoute, tes attentes à toi? Moi, je pense que le budget qui va être présenté tantôt, c'est probablement le plus important budget de la décennie. Puis je veux pas avoir l'air de quelqu'un qui exagère. Peut-être si on fait abstraction des mesures budgétaires qui avaient été adoptées pendant la COVID-19, là, évidemment. Mais c'est un budget, d'une part, c'est le premier budget Carney. Donc ça va être déterminant. On va voir l'empreinte Carney. Mais au-delà de ça, je pense que c'est un budget qui, comme le ministre des Finances l'a répété à plusieurs reprises, va être un budget générationnel. Mais plus encore, ça va être un budget, moi, je pense, qui va façonner l'économie canadienne, Isabelle, non pas pour les 2, 3, 4 prochaines années, comme c'est habituellement le cas, mais pour les 5, 10, 15, 25 prochaines années. Ça, c'est mettre la barre vraiment haute. Ça veut dire quoi, budget générationnel? Mettons, Ben, ça va avoir veut... une empreinte sur les générations à venir, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Alors, moi, je dis aux gens, là, attachez votre ceinture, là, parce que tout à l'heure, vous allez entendre des chiffres astronomiques en termes d'investissement dans l'économie canadienne à long terme. Moi, il y a Puis on va se faire dire qu'un investissement, c'est pas vraiment une dépense. On y reviendra, oh oui, ça. C'est ce qu'on appelle la créativité en comptabilité. Voilà. On y reviendra tout à l'heure, mais moi, il y a essentiellement 3 choses que je vais surveiller tout à l'heure. Évidemment, il y a le déficit. Parce que vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà fait un huis clos budgétaire, soit à Québec ou à Ottawa. Là. Première chose que les journalistes vont faire, là, ils pognent le bouclet du budget, là, puis ils vont à page 122, puis ils regardent le déficit. Pourquoi? Parce qu'habituellement, c'est ça qui va driver, excusez-moi l'expression, driver le narratif, si vous voulez, de la perception de ce budget-là. Donc, ça va être important. Est-ce que ça va être plus que 75 milliards, en bas de 100 milliards? On ne sait pas. Réponse tout à l'heure, mais ça va être important. Toi, ton évaluation? Moi, je pense qu'on va friser le 100 milliards, mais on ne sera pas à 100 milliards. Parce Moi, que je dis 90, 92. À peu près, parce que 100 milliards... Là, on gage-tu pour le fun? 87. 87, on gage quoi, 87 milliards? Ah oui, j'aimerais bien pouvoir gager 87 milliards. Nous, ici, c'est 20 piastres. C'est tout le temps 20 piastres. 87. Non, moi, je pense que ça va être à peu près dans cette fourchette-là, entre 85 et 95. Ça peut pas être 100 milliards ou plus. Pourquoi? Parce que 100 milliards, là, tu vas avoir un choc d'étiquette là-dessus. Là. Les gens vont capoter s'ils voient 100 milliards. Il y a comme une barre psychologique, une barrière psychologique à ne pas dépasser. Est-ce que tu penses que le premier ministre Carney l'a dit, arrivez-moi pas avec 100 milliards, il faut que ça soit en bas de ça? Absolument. Non. D'autant plus que les partis d'opposition, même le public canadien, je pense pas que 100 milliards, là, c'est vendable. L'autre truc que je vais surveiller, moi, ça va être les fameux sacrifices. Là. On en a parlé pendant... le premier ministre Carney en a parlé plusieurs fois. M. Champagne a également signalé qu'il allait avoir des compressions majeures. Moi, j'ai hâte de voir exactement en quoi consistent ces compressions-là. On le sait que ça va toucher beaucoup la fonction publique, mais encore... Voyons voir ce qu'il y aura là. Donc, ça va être important. Et l'autre truc, moi, Isabelle, que je vais vraiment... compression, c'est-à-dire, il y a quand même, on prévoit une augmentation des dépenses d'environ 2 comparativement à 9 dans l'ère Trudeau. Exact. Mais donc, on couperait peut-être certains programmes qu'on juge moins utiles en ces temps d'austérité. Ça serait plutôt ça. Exactement. Puis d'autre part, là, je veux dire, soyons francs, là, sous l'ère Trudeau, au cours des 10 dernières années, la fonction publique fédérale a explosé à Ottawa. Là. Ça, là. Mais comment tu reviens à il y a 10 ans? Là? Ben, moi, je pense qu'on est en 2025 aujourd'hui. Il y a des nouvelles technologies, il y a des nouvelles façons de faire. Je pense qu'il y a amplement d'espace pour une amélioration de ce côté-là. D'ailleurs, toute personne qui a déjà placé un coup de fil à l'Agence du revenu du Canada, là, qui a attendu 3 heures en ligne pour avoir une mauvaise réponse à sa question, je pense que les gens vont dire, en effet,
peut-être qu'il y a matière à couper un peu. On se dit, si on avait vu l'impact de ces embauches-là dans les services directement, ça serait plus facile à accepter pour la population. Non, c'est clair. Et la troisième chose, moi, que je vais surveiller, puis ça va être important, et c'est en relation avec les fameux programmes ou les fameux projets d'intérêt national dont on a beaucoup entendu parler. Là, aujourd'hui, là, ça va être la valse des milliards en défense, en infrastructure, alouette. Et le gouvernement Carney a été assez clair là-dessus. C'est pas Ottawa qui va éponger le coût de ces fameux projets d'intérêt national. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est créer un environnement pour attirer davantage de capital privé, pour aider à financer ces projets-là. Bien, moi, j'ai une nouvelle pour vous, là. Si c'est ça l'intention, on va devoir jouer un peu avec les incitatifs pour justement attirer ce capital privé-là, parce qu'au Canada, on n'est pas concurrentiel. Si on regarde toute la structure de taxation, d'imposition corporative... La première ministre de l'Alberta veut un pipeline, il n'y a pas un chat qui veut investir dedans. Je veux dire, c'est un exemple concret. Exemple patent. Ouais. Et il y a beaucoup de gens, des fois, on dit, mon Dieu, il y a tellement d'argent d'investissement qui va vers les États-Unis et tout. Oui, c'est vrai, les États-Unis, c'est une économie qui est beaucoup plus grosse, beaucoup plus dynamique, mais il y a une très bonne raison. Puis moi, quand je travaillais dans les délégations aux États-Unis, c'est qu'ils ont une architecture de taxation corporative qui est beaucoup plus avantageuse qu'ici au Canada. Tellement. Puis moi, j'ai toujours dit, Isabelle, il n'y a rien de plus égoïste qu'$1 million. Le $1 million, là, il va être investi là où c'est le plus facile et là où ça paye le plus. Alors, encore une fois, moi, ça va être quelque chose que je vais surveiller tout à l'heure. Quels seront les incitatifs pour justement attirer plus de capital privé? Donc, on s'attend à des baisses d'impôts pour les entreprises? Peut-être des baisses d'impôts, mais ça peut prendre toutes sortes d'autres formes également, toutes sortes d'autres types d'incitatifs. Là. Mais moi, je pense que Bay Street là, vont vraiment avoir l'œil là-dessus parce que moi, je pense que ça va être déterminant parce qu'on peut parler de projets d'intérêt national qui vont transformer l'économie et tout. Là. Si tu n'as pas de capital privé qui vient appuyer ça, là, je regrette, mais ça ne fonctionnera pas. On a Sylvain qui est un auditeur. Bonjour Sylvain, merci de nous appeler. Vous avez une question, je pense, qui touche la dette, c'est bien ça? Oui. Moi, j'aimerais bien savoir, parce que moi, personnellement, je pense que toutes ces affaires-là, c'est de l'argent virtuel. Il y a plus grand papier. C'est comme les Américains avec le dollar américain. C'est le dollar pour faire du market, ces affaires-là, partout dans le monde. Mais ils ont l'imprimante. Les Américains, ils ont l'imprimante. Ils peuvent l'imprimer comme qu'ils veulent. Les autres, comment ils veulent se carrer dans le trou. Moi, j'aimerais savoir, la question, c'est si le Canada décide du jour au lendemain, il ne paye plus la dette, il arrive quoi? Ben, tu as un gros problème avec tes créditeurs. Oui, parce qu'en fait, cette dette-là, elle est sur des marchés internationaux. On se souvient, il y a un exemple, c'est la ville de New York en ce moment. Aujourd'hui, à New York, il y a une grande actualité. Là. Ils sont en train d'élire leur prochain maire. Mais la ville de New York a déjà été, puis Louis, tu peux embarquer dans l'explication, a déjà été... banqueroute. Oui, exactement. Puis on s'est rendu compte que les capitaux, ils étaient en Arabie Saoudite, ils étaient détenus par d'autres grandes... Et en fait, notre dette ne nous appartient pas. Il nous appartient de la rembourser, mais elle est comme placée. C'est un peu ça, pour faire ça simple. Et c'est absolument ça. Et c'est important de pouvoir avoir de la dette à quelque part. Ça peut sembler contre-intuitif, là, mais c'est un peu comme quand vous achetez une maison. Je veux dire, rarement est-ce que vous allez payer cash. Là. Vous devez être en mesure de pouvoir prendre de la dette, c'est-à-dire une hypothèque, pour pouvoir financer ce que vous faites. Et là, ben, si vous ne payez pas votre dette, ben, devinez quoi? Avec une hypothèque, ben, la banque reprend ta maison. Alors, et c'est là où on parle de la cote de crédit des pays ou des provinces. Exactement. Donc, le Québec a sa propre cote des crédits. Le Canada a sa cote de crédit. Puis, c'est justement influencé par les décisions des gouvernements. Absolument. Comme le premier ministre Carney. En 2 mots pour Sylvain, on ferait faillite. Si on ne remboursait pas notre dette, on ferait faillite, puis on ne pourrait plus emprunter, puis bon, ça serait un écrasement total de l'économie. Isabelle... Tu peux toujours dire, hey, je ne la paye pas, viens me chercher pour le fun. Ouais, viens me chercher, mais on a une coupe de millions aussi. Pas ça, là, voilà. J'ai des priorités pour le budget. Merci Sylvain, en tout cas, de votre question. Merci bien. Quelqu'un nous écrit, mes priorités, dépoussiérer la fonction publique, augmenter et inciter l'utilisation de l'IA dans celle-ci et dans les entreprises, stimuler l'innovation, régler le cas de Poste Canada et s'occuper de la défense de notre territoire dans le nord du pays. Ça, c'est un auditeur très, très au courant. Justement, sur la défense, c'est François aussi qui dit la défense militaire fait partie du budget. François parle de révision des subventions en recherche en laissant tomber les politiques d'inclusion. Ça, est-ce que le budget peut avoir un impact sur les politiques d'inclusion? Eh bien, vous aurez la réponse tout de suite après ceci. Restez là, tout le monde. On continue.